À moins de 2 semaines de l'entame de la 25e édition de l'Open 13 Provence, son créateur et directeur du tournoi Jean-François Cojol, pur produit marseillais, nous reçoit dans son club, le William Tennis Club, dans le 8e arrondissement de la cité phocéenne. L'occasion pour lui d'évoquer l'événement que tous les Provençaux attendent, mais aussi d'évoquer l'actualité du moment, nationale comme internationale. La parole donc à l'ancien 51e mondial, tombeur de Björn Borg ou Guillermo Vilas. Ouais, j'étais exactement 51 mon meilleur classement. D'accord. 51. Bon, tu t'es illustré donc en tant que joueur et ensuite en tant que directeur de tournoi de l'Open 13, de Nice et de Paris-Bercy. Donc c'est une reconversion plus ou moins plutôt réussie, on va dire. Ouais, en fait, je suis allé vers ce que je savais faire, hein. C'était le tennis avant tout. Donc c'était, je dirais, une suite logique. Dans ce que tu dis, tu as oublié un petit passage où j'ai été enseignant et j'ai travaillé pour la Ligue de Provence aussi en tant que bénévole. Donc j'ai touché un peu à toutes les facettes du tennis. Amateur de tennis, joueur amateur, joueur professionnel, bénévole, enseignant, professeur, donc, et puis enfin organisateur d'événements tennistiques. Tu es content maintenant d'être un peu dans l'ombre pour mettre en valeur les joueurs actuels. Oui, tout à fait. Bon, de toutes les manières, j'ai toujours eu du mal à me mettre en avant, même quand j'étais joueur, c'était mon défaut. Je supportais mal en fait d'être en première ligne. Bon. En tout cas, ça te réussit plutôt bien. Donc on va parler de l'Open 13 qui démarre, on va dire, le tableau final du 20 au 26 février. Donc c'est la 25e édition. Première question, si on doit retenir, c'est une question difficile, mais si on devait retenir une édition plus qu'une autre, ce serait laquelle de ton point de vue? Très difficile, je dirais que celle que je vais retenir, c'est celle qui va arriver. Donc, mais très difficile, il y a plutôt des périodes et des joueurs qui ont marqué l'Open. La période certainement la plus importante aura été la période Clément Grosjean. C'est parce qu'il y avait eu aussi une transition à l'époque au Conseil Général. Puis ça venait juste après une période où avec mon frère on venait de racheter le tournoi au groupe McCormack. Donc on a eu la chance à ce moment-là d'avoir deux joueurs qui étaient des joueurs régionaux et qui arrivent au sommet du tennis mondial et surtout qui ont fait de l'Open 13 un de leurs moments importants dans la saison. D'accord. Tu anticipes un peu une question que je voulais te poser plus tard, mais puisque tu parles des joueurs régionaux qui ont marqué l'histoire du tournoi, il y a Benoît Paire qui est le régional de l'étape. Est-ce qu'il a le potentiel, enfin le potentiel oui, mais est-ce qu'il est en mesure de gagner un jour l'Open 13? La question par rapport à Benoît, le potentiel, oui, il peut gagner l'Open. L'année dernière, il n'était pas très loin, hein. Il bat Wawrinka qui est numéro 3 mondial. Bon, il perd en demi-finale contre Cilic sur un match assez accroché malgré tout. Donc oui, il a le potentiel. Après, savoir s'il va le gagner un jour, ça je sais pas. Nadal est venu, il n'a pas gagné. Djokovic est venu à plus de 3 reprises, il n'a pas gagné non plus. Pourtant, il était numéro 1 ou numéro 2 mondial. Donc à la fois le tournoi est élevé en niveau. Et puis ensuite, il peut se passer beaucoup de choses. Donc le potentiel, oui. Est-ce qu'il va le gagner? Ça, je peux pas dire. Je ne suis pas Madame Irma. Tu parlais des joueurs emblématiques. Est-ce qu'il y en a un à retenir? Je pense à Marc Rosset ou Thomas Enquist qui sont illustrés. Est-ce qu'il y en a un que tu garderas en mémoire encore de longues années dans ta tête? Il y a plusieurs joueurs qui ont marqué le tournoi et pour différentes raisons. Marc Rosset parce que ça a été le premier vainqueur. Ensuite, il y a eu Boris Becker parce que ça a été la première grande star qui a foulé les cours du Palais des Sports. La première année, il vient jouer en double. La deuxième année, il perd contre Henri Lecomte. La troisième année, il gagne le tournoi. Ensuite, il y a eu Kafelnikov parce qu'il a été numéro 1 mondial pendant de très nombreuses années et qu'il a joué 11 fois à l'Open. Après, il y a eu Federer qui a eu sa première wildcard ici et qui a dit je reviendrai jouer tant que je ne le gagnerai pas et qu'il a gagné au bout de 5 tentatives. Mais il y a eu Tsonga. Il y a eu tellement de joueurs, il y a eu Sébastien qui a fait finale, il y a eu Arnaud Clément qui a gagné le tournoi. Voilà, c'est un peu difficile de dire Thomas Enquist l'a gagné 3 fois, mais je dirais que au-delà du fait sportif, que c'était un joueur exceptionnel, il n'a pas marqué plus que ça, je dirais, ma mémoire. Oui, Rosset parce que c'est le premier tournoi, pas parce qu'il a gagné 3 fois. Oui, Federer parce qu'il y a eu cette anecdote. Oui, les joueurs français. Oui, Kafelnikov parce qu'il a joué 11 fois. S'il avait simplement, si je devais retenir que son titre, non, je ne retiendrai pas. Murray l'a gagné, Del Potro l'ont gagné, mais il n'y a rien de plus anecdotique
que simplement avoir gagné le titre. Je parlais de Marc Rosset, tu parlais d'anecdotes. Il y a une anecdote, je crois, au sujet de Marc Rosset, qui a eu une histoire dans un avion qui a failli se cracher. Non, il n'y a pas eu une histoire. Oui, mais ça, je crois que Sébastien avait eu Sébastien Grosjean, un avion qui s'est écrasé après avoir atterri, si je ne me trompe pas, à Miami, qui est parti sur l'Amérique du Sud. Il était dans cet avion, mais lui est descendu à Miami. Et Marc Rosset, en effet, à l'US Open, avait décidé de partir sur un vol de la Suissair. Et puis au dernier moment, il a changé d'avis et ce 747 s'est écrasé dans la nuit, donc au décollage de New York. Bon, oui. Mais bon, après, il y a d'autres anecdotes moins dramatiques, plus souriantes. Et voilà, l'Open en est marqué. Et ça, c'est plutôt des faits qui ont marqué des joueurs dans leur vie, et pas forcément l'Open. Cette année, les quatre mousquetaires, qu'on appelait ainsi il y a quelques années, seront là. Il y aura d'autres Français. Est-ce que, à l'image d'un slogan que vous aviez utilisé, les dirigeants de l'Open 13, pour qualifier une édition passée qui était On craint des gains, est-ce que cette année les Français doivent craindre les adversaires ou ils peuvent vraiment croire à la victoire finale? Ils sont plus en nombre. On a la chance d'avoir, comme tu disais, un Benoît Paire aussi qui est présent, mais il y a aussi Gilles Simon, il y a Lucas Pouille qui est 17e mondial ou 16e mondial. Donc il y a une forte délégation française et c'est là-dessus que j'ai voulu pour la 25e édition avoir tous les joueurs français sans exception. Mais à côté de ça, il y a trois étrangers redoutables et j'ai choisi des jeunes. Ce sont Dimitrov, Kyrgios et Zverev. Ce sont, à mon sens, mais je peux me tromper, les trois futurs premiers joueurs lorsque Djokovic, Murray auront pris leur retraite. Voilà, oui, c'est malgré tout un tournoi qui est ouvert aux Français et encore une fois j'ai la chance, et nous avons en France la chance d'avoir un tennis de très très haut niveau avec, j'entends souvent des remarques en disant qu'ils n'ont pas gagné de Grand Chelem. Oui, ils n'ont pas gagné de Grand Chelem, mais ils sont dans les 15 premiers mondiaux depuis une dizaine d'années et c'est une génération véritablement exceptionnelle que nous avons. Justement, c'est une question que je voulais également te poser. Toi, tu as été donc, sur la 50e place mondiale, donc tu n'es pas en mesure de donner des leçons à ces joueurs qui ont été dans les 10 premiers, mais est-ce que par rapport à leur potentiel, ils auraient pu... Qu'est-ce qui leur a manqué pour accrocher un Grand Chelem ou gagner une Coupe Davis? Or, gagner une Coupe Davis, c'est un autre débat, parce que c'est une compétition collective, donc d'équipe, c'est un peu différent. C'est vraiment les circonstances qui font, il peut y avoir des joueurs blessés, il peut y avoir des années plus fortes ou moins fortes. Il y a des années où la Coupe Davis a été très faible, et il y a des pays avec des équipes faibles qui ont gagné. Et puis il y a des années où on joue la Suisse en finale, et il y a le numéro 2 et le numéro 3 mondial. Donc ça devient beaucoup plus difficile. Après, sur les tournois du Grand Chelem, ils sont passés tout près. Joe est arrivé en finale, ils sont arrivés maintes fois en demi-finale, et puis... il n'y a pas eu beaucoup de périodes où il y a eu des joueurs d'un tel niveau comme Nadal qui gagne 9 fois Roland Garros, donc ça veut dire qu'à Roland Garros c'est impossible de gagner. Et puis un Federer, et puis aujourd'hui un Djokovic. Donc il y a eu une génération qui est la génération, à mon sens, la plus forte de l'histoire du tennis. Et nos joueurs français, même s'ils sont très forts, sont arrivés à ce mauvais moment au milieu. Voilà, ça aurait été 15 ans plus tôt, ça aurait été plus facile de gagner, ou 20 ans plus tôt, ça aurait été plus facile de gagner, même s'il y avait des joueurs extrêmement forts, mais il n'y avait pas un Sampras qui gagnait sur surface rapide, ne gagnait pas sur terre battue, donc il y avait beaucoup plus de place pour gagner des grands chelems. D'accord. Puisque tu évoques le tennis mondial, est-ce qu'on a vécu d'après toi la plus belle époque du tennis mondial? Oui ou non? Alors, pour hein. certains, c'était Borg-Villas. Pour moi, ça a été une des périodes les plus rébarbatives, parce que leur jeu était rébarbatif, à mon sens. Bien que Borg, ce soit lui qui fait éclater le tennis dans les années 70, en 74 exactement, au niveau médiatique, au niveau même technique. Ensuite, il y a eu des périodes quand même très fastes. Il y a eu du McEnroe-Lendl, Connors toujours présent. Par la suite, il y a eu du Sampras Agassi qui était assez exceptionnel. J'ai moins aimé la période Lendl-Wilander parce que c'était des styles de jeu qui ne me plaisaient pas. Mais il y a eu du Edberg-Becker. Mais voilà, avec un jeu aussi plein comme aujourd'hui,
Non, il n'y a pas eu d'autres périodes. Parce qu'on a un Federer qui est un attaquant incroyable, on a un Nadal qui est un combattant incroyable aussi, et puis on a un Djokovic qui est un métronome, et on a un Murray à côté de ça qui est un malin comme il y en a eu peu dans l'histoire du tennis. Donc, et avec tout ça, des athlètes préparés d'une manière tellement méthodique et tellement professionnelle que je trouve ça exceptionnel, quoi. Oui, pour moi, c'est la meilleure époque, mais ça ne veut pas dire que l'époque de demain ou la période de demain ne sera pas aussi belle, voire meilleure. Quand Agassi et Sampras se sont arrêtés un soir à l'US Open avec la victoire d'un sur l'autre, j'ai presque versé une larme, ou certains ont versé une larme en disant jamais on reverra ça. Et puis il y a Federer qui est arrivé 2 ans plus tard. Donc on ne peut pas présager de l'avenir. Non. Tu as suivi certainement la finale Rafa-Roger à l'Open d'Australie. Est-ce que tu supportais l'un des deux ou tu étais la beauté du jeu et que le meilleur gagne? Oui, que le meilleur gagne, mais pourvu que ce soit Federer. Parce que ce sont 2 champions exceptionnels. Donc je suis plus en effet j'étais plus pour Roger Federer. Parce que son style de jeu me plaît beaucoup plus. C'est bon, c'est un esthète du tennis. Voilà, cette notion d'esthétisme est importante pour moi dans ma vie de tous les jours. Donc c'est sûr que je suis beaucoup plus en phase avec la victoire de Federer qu'avec celle de Nadal. Mais bon, j'étais ravi d'avoir Federer-Nadal en finale en revanche. C'était, j'avoue, m'embêter un tout petit peu quand il y a Djokovic-Murray, même si ce sont 2 joueurs là aussi exceptionnels. J'ai tendance à regarder un autre programme. Voilà, parce que je regarde un tournoi et puis quand je vois qu'à la fin il n'y a plus que Djokovic-Murray, je m'intéresse au résultat, mais pas forcément au suivi à la télévision. D'accord. Une bonne transition pour moi, puisqu'on parle de Federer. Tu disais à une époque que faire revenir un Federer ou un top 3 du classement mondial priverait l'Open 13 d'une qualité générale comme elle l'est aujourd'hui, c'est-à-dire bonne par rapport à un ATP 250. Est-ce que c'est pour ton point de vue? Donc les spectateurs du Palais des Sports doivent se résigner à ne pas avoir un top 3 dans les années à venir? Non, parce que Federer était 16 quand j'aurais pu le faire signer cette année et Nadal était 9. Non, mais disons qu'au-delà de ça, c'est une économie qui a... on a eu Federer à une époque où il était numéro 2 mondial, il venait de gagner, où il allait gagner Wimbledon, donc Djoko qui était numéro 1 ou 2, Nadal qui avait gagné déjà 2-3 fois Roland Garros, Del Potro qui avait gagné l'US Open, donc ces joueurs on peut les avoir. On pourrait à nouveau casser la tirelire et essayer d'avoir un joueur, mais on s'enlèverait aussi la possibilité. S'il n'y avait pas un tennis français aussi fort, Federer a failli revenir il y a 3 ans, il souhaitait jouer le tournoi à des conditions qui étaient acceptables, mais derrière les 4 fameux mousquetaires qui ont fait la réputation de mon tournoi et qui continuent à la faire, j'aurais été obligé de leur dire bon les gars, cette année vous venez jouer, mais vous venez jouer pour rien, et ça me paraissait pas tout à fait un juste retour de ma part envers la qualité sportive de ces joueurs. Mais c'est pas quelque chose, on a parlé de 25e édition, l'année prochaine ce sont les 25 ans, il y a toujours un petit problème entre les deux, peut-être que pour les 25 ans on fera quelque chose de spécial, mais je sais pas quoi encore. On va passer rapidement à la Coupe Davis. Est-ce que le fait qu'il y ait eu quelques absences sur le match contre le Japon, est-ce qu'il vaut mieux repartir avec la même équipe qui a battu le Japon ou essayer de réintroduire Gaël Monfils qui s'est fait plus ou moins exclure de l'équipe de France? Tu n'es pas à la place d'Yannick Noah, mais quel serait ton choix toi? Le tennis est un sport individuel, donc c'est la force de Yannick, c'est d'arriver à faire des entreprises concurrentes, parce que Tsonga c'est une petite entreprise qui est concurrente de la petite entreprise Gaël Monfils, qui est concurrente de la petite entreprise Richard Gasquet, parce qu'ils ont des objectifs personnels à la fin de l'année, c'est d'être le numéro 1 français, mais c'est d'être le numéro 1 mondial, c'est de gagner des titres, donc c'est de battre l'autre, et c'est toujours très délicat d'arriver à agréger tous ces éléments qui sont au début, qui sont opposés. C'est comme si on mettait dans une équipe le MEDEF et la CGT et qui doivent s'entendre et s'embrasser à la fin. Donc toujours un peu délicat, même si la relation humaine
existent, ils se connaissent, ils sont des combattants de la même bataille, mais c'est pas forcé que ce soit des amis. Je prends aucun cas. Hein. Voilà, et donc après il faut arriver à faire marcher tout ça. Aujourd'hui, si Gaël n'a pas envie de jouer, il ne joue pas. Gaël, il faut l'accepter tel qu'il est, et Yannick a ses raisons aussi de ne pas le sélectionner. Il ne faut pas essayer de faire du politiquement correct, dire on aligne les meilleurs et puis il y a un truc qui ne va pas, quoi. Il y a un grain de sable. Il vaut mieux aligner peut-être un peu moins fort et que la cohésion soit totale. Donc là-dessus, Yannick est très très fort. Il a réussi à motiver par le passé des gens qui étaient démotivés. Donc c'est pour moi entre guillemets un gourou dans le bon sens du terme. Et il a une connaissance exceptionnelle de la motivation, du tennis. Donc ouais, c'est le gars idéal pour être aujourd'hui à la tête de l'équipe. Ensuite, c'est lui qui décidera ce qu'il doit faire pour gagner. Mais les niveaux des joueurs sont tellement proches que s'il y en a un qui n'est pas dans l'équipe, je ne pense pas que ça puisse obérer les chances de l'équipe de France, résultat final. Ok, j'ai plus que 2 questions. La première, ça serait, penses-tu qu'on peut aller au bout cette année en Coupe Davis? Oui, on peut aller au bout, mais on peut perdre le prochain match. La Coupe Davis, pour moi, est un format qui est dépassé, qui n'est plus adapté, je dirais, au temps moderne. Donc je ne dis pas qu'il faille supprimer la Coupe Davis, mais il faut la revoir dans son format. J'ai du mal à accepter qu'une rencontre puisse se jouer simplement. Il y a Djokovic qui est numéro 1 mondial, il gagne ses 2 simples et son double, et puis la rencontre est pliée, et puis les 2 autres matchs on s'en fout complètement. Il faudrait qu'il y ait quelque chose en plus, qui est à moins de 20 ans qui joue, qui est, je sais pas, mais qui est quelque chose qui est un peu plus qui est un peu plus de fond. C'est pas simplement un joueur qui peut gagner un titre. Une rencontre de Coupe Davis. Ça ne doit pas être simplement un joueur. C'est une équipe, donc à partir du moment où c'est une rencontre par équipe, ça doit être une équipe qui doit gagner, pas simplement un joueur. D'accord. Et ma dernière question, c'est par rapport à l'Open 13 2017. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à cette Open 13 25e édition? Et aurais-tu un pronostic? Quel est ton petit favori de cette année? J'ai pas de pronostic, j'ai pas de favori, même favori de cœur, il peut y en avoir, mais bon. J'espère qu'il y aura du beau tennis. Il y a eu du beau tennis. Il y a eu des années où le plateau paraissait un peu moins fort, mais il y avait du très beau tennis. Puis des années où il était plus fort et il y avait du moins beau tennis. Donc voilà, il y a des talents. L'année dernière, je me suis régalé avec Kyrgios, qui a fait un tournoi exceptionnel, qui peut à 3 top 10. Voilà, mais ça peut être un Français. Si c'était Lucas Pouille qui jouait de la même manière que Kyrgios l'année dernière, ça serait parfait. Si Gaël gagnait son premier Open 13 ou Richard son premier Open 13, ça serait parfait aussi. Mais Dimitrov est un joueur qui a un tennis très proche de celui de Federer, donc c'est beau à voir. Et puis Zverev est un futur grand. Donc s'il y avait un de ces jeunes, des 3 jeunes étrangers contre un des Français, ce serait merveilleux. Bon, voilà, après, c'est le sport qui décidera. Ok, je te remercie.